Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon, tout près de Clermont-Ferrand, dans le cadre du sommet de l'élevage. Alors, une PAC en trompe-l'œil, c'est une vraie question et j'ai la chance d'accueillir de vrais débatteurs autour de la table pour y répondre. Tout d'abord, Jean-Marie Serroni, bonjour. Bonjour. Vous êtes agroéconomiste et c'est vous qui avez publié cet ouvrage, PAC et mondialisation, une politique européenne encore commune. Et ce qui est important, c'est le point d'interrogation à la fin du titre, aux éditions Quae. Juste à vos côtés, Stéphane Gilles, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste en gestion des risques, on aura l'occasion de bien en reparler. Et face à vous, Bernard Monod, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, vous êtes un économiste, vous avez été l'économiste, l'éminence économique du Front National, mais vous avez rejoint Debout la France en juin de cette année. On aura l'occasion de parler avec vous en tant que député européen de la vision que vous pouvez avoir de la PAC, du projet de PAC. Mais Jean-Marie Serroni, c'est vous qui allez poser les enjeux du débat et notamment cette nouvelle PAC-là. Comment vous la sentez ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est le stade où on en est aujourd'hui. En fait, il y a deux grandes négociations qui vont s'articuler. La première, c'est le cadre financier pluriannuel qui fixe le cadre financier de l'Union européenne pour les 6 ou 7 ans qui viennent. Et une fois que c'est calé, en parallèle, mais ça ne peut vraiment démarrer que quand c'est calé, la politique agricole commune. Donc ça, c'est la première chose. Et je dirais, globalement, sur le cadre financier, l'enjeu aujourd'hui, c'est comment on finance à la fois le départ du Royaume-Uni, qui était contributeur net au budget, une dizaine de milliards à peu près, 7 plus 3, quelque chose comme ça, et d'autre part, les politiques nouvelles, notamment d'accompagnement du numérique et les questions de sécurité, sécurité extérieure et intérieure, migration, qui souvent on dit de l'ordre de 15 milliards. Donc il manquerait à peu près 25 milliards, vis-à-vis desquels il y a deux sources de financement. Une augmentation de la contribution des États, qui est l'objet, me semble-t-il, mais vous nous en direz plus aujourd'hui, des discussions, et puis des réaffectations au sein de l'Union européenne. Donc ça, c'est la première chose. Après, le cadre formel dans le processus de réforme de la politique agricole commune, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est une négociation qui se passe à trois. La Commission, qui a le pouvoir d'initiative, les États, à travers le Conseil européen, et le Parlement. C'est la deuxième réforme qui sera négociée avec le Parlement comme codécideur. Donc le poids du Parlement et le rôle du Parlement est extrêmement important. De manière complètement formelle, la négociation sur la PAC a démarré avant l'été, quand le commissaire a fait sa première proposition, on appelle ça la proposition législative, où il a pas forcément dit tout ce qu'il pensait, mais il a mis un premier élément sur la table des négociations. Voilà formellement où on en est, avec une échéance qui est fin 2020, qui est la fin du cycle actuel de la PAC et du cadre financier, et 2019, qui est, je crois que c'est mai 2019, qui est le renouvellement du Parlement, et donc dans la foulée, une nouvelle commission, donc avec un enjeu de débat, d'agenda. Est-ce que la réforme a lieu avant, comme on l'a souvent dit, ce que maintenant plus personne ne croit, ou a lieu après, sous le nouveau mandat ? Bernard Monod, vous êtes vous pro-européen, il ne faut pas se tromper, vous n'êtes pas souverainiste, vous êtes pro-européen. Cela dit, quand on voit ce qui se passe en Allemagne, en Hongrie, dans les différents pays, on voit des mouvements de plus en plus souverainistes se développer. Est-ce qu'il est possible qu'ils aient la majorité lors des prochaines élections ? Absolument, on voit partout dans l'Europe aujourd'hui, que ce soit en Italie, en Autriche, en Allemagne, en Espagne aussi maintenant, et bien entendu en France. Le Royaume-Uni, n'en parlons pas, parce que ça y est, ils sont en train de claquer la porte. Une volonté des peuples de reprendre le pouvoir, de reprendre la main. Les peuples européens ont trop souffert depuis 25 ans de cette Union européenne fédéraliste. Or, nous sommes opposés à l'Union européenne fédérale. À l'inverse, nous sommes contre le Frexit. Nous voulons rester dans l'Union européenne, mais nous voulons la réformer, pour notamment par rapport aux professionnels de la ruralité, les agriculteurs, les éleveurs, etc., leur redonner le pouvoir et leur faire comprendre que la PAC, depuis 30 ans, les a tout doucement appauvris et est en train de les rendre esclaves des décisions normatives qui sont prises par l'Union européenne, par la Commission européenne
y compris le Parlement. Je regrette que ma collègue, Madame Delahaye, députée UMP, les Républicains, ne soit pas là, parce qu'on aurait pu avoir un échange intéressant, notamment sur le vote par rapport aux traités de libre-échange, que sont le CETA, le TAFTA, le Mercosur, qui sont un péril, des fléaux contre ces métiers-là. Et c'est bien dommage, parce que nous, on veut empêcher tous ces risques que représentent les traités de libre-échange. Mais là, on parle de la réforme de la PAC, mais si jamais les souverainistes ont la majorité, compte tenu du poids du Parlement, la PAC n'aura pas du tout la physionomie de ce qu'on imagine. Moi, je pense qu'on peut tout à fait... pardon, je voulais répondre. Notre intention, en tout cas, c'est de donner plus, car il faut comprendre, la PAC, l'argent qui vient de Bruxelles, est parti de la France. On donne 22 milliards d'euros par an à l'Union européenne, elle nous en rend 13. Le différentiel, c'est une contribution positive, un solde positif qui est à notre détriment. Et sur les 13, il y en a 9 pour l'agriculture. Absolument. Voilà. Mais je vous rappelle qu'on était à 13 milliards il y a une dizaine d'années. Donc tout doucement, on s'aperçoit que la politique agricole commune est en train de diminuer en termes de montant et pour au final disparaître, comme ça a été le cas avec la politique des quotas laitiers, où depuis 2015, on voit bien que les éleveurs laitiers sont en train de mourir littéralement de cette politique de la PAC. On va donner la parole à Stéphane Gine. Stéphane Gine, vous êtes un spécialiste de la gestion des risques. La PAC, c'est important par rapport aux risques, justement, c'est-à-dire des filets de sécurité. Quelle vision vous avez ? La politique agricole commune, c'est une politique économique pour une agriculture européenne résiliente. Cette résilience, elle est fondamentale pour une agriculture qui tienne demain. Les sujets, c'est volatilité du cours des matières premières, c'est risques climatiques, c'est risques sanitaires. Les solutions, qui pour partie existent, et je reviendrai peut-être sur le sujet de la table ronde, une PAC en trompe-l'œil, elles se construiront sur des outils qui sont communs à l'ensemble de l'Europe. Et je voudrais revenir sur ce sujet du trompe-l'œil parce que le risque qu'on a sur la gestion des risques, c'est qu'effectivement on soit en trompe-l'œil. Une partie des réponses préexiste dans la PAC, celle qui est déjà écrite et qui a priori va être reprise demain. C'est les fonds sur le sanitaire, c'est les fonds sur le monétaire, c'est les fonds sur l'assurance. Il reste encore à en faire une réalité, et cette réalité n'est pas acquise, et elle sera faite uniquement si l'Europe se mobilise, quelles que soient les nations, dans sa déclinaison opérationnelle. Ce qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est que sur la gestion des risques, en fait, il n'y a pas de politique européenne. La Commission a toujours refusé qu'il y ait une politique européenne de gestion des risques en agriculture. Depuis, je crois, la précédente réforme, elle autorise les États à prendre un peu du budget du second pilier, donc qui est laissé à la liberté des États, pour mettre en place des politiques nationales de gestion des risques. Mais il n'y a pas de politique européenne de gestion des risques. Ce qui peut être d'ailleurs une source de distorsion de concurrence entre les États. Un pays comme l'Espagne a historiquement une gestion des risques importante. La France est un des pays qui a un peu avancé. Beaucoup n'ont pas du tout avancé là-dessus. Donc c'est un des enjeux à la fois politiques et techniques, me semble-t-il. Demain, est-ce qu'on veut vraiment construire une politique européenne de gestion des risques, sachant que, comme vous l'avez évoqué, le budget qui est en euros courants, donc dans les faits, diminue, et on n'a pas le courage de trancher. L'euro courant, c'est tout simple, parce que ça érode et il n'y a pas de priorité à faire. Est-ce qu'une politique agricole, c'est notamment ce que je défends dans mon livre, mais une politique agricole d'avenir sur le plan économique, sachant qu'il n'y a pas que le plan économique, mais sur le plan économique, est-ce que ce n'est pas de construire un véritable outil européen de gestion des risques, sachant que les aides directes, telles qu'on les connaît aujourd'hui, sont de plus en plus contestées par la société, et donc un jour ou l'autre auront fini de s'éroder, c'est-à-dire qu'elles seront arrivées à plus rien, quoi. Et donc pourquoi ne faut-il pas prendre les devants pour mettre une politique plus en phase avec la modernité d'aujourd'hui ? Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites parce que je suis très attaché au risque, mais il y a un risque qui est le plus important, c'est celui des agriculteurs et des éleveurs, c'est-à-dire le montant, le prix. C'est ce qui fait toute la difficulté aujourd'hui dans cette profession-là, c'est qu'ils vendent à prix coûtant au mieux et voire à perte lorsqu'ils n'arrivent pas à avoir. Donc vous parliez tout à l'heure de la spéculation financière sur le cours des matières premières. C'est le péché originel qui est arrivé à cette profession déjà dans les années 70. On a volé aux agriculteurs et aux éleveurs le prix minimum garanti
Et c'est, je dirais, le nerf de la guerre, parce que qui accepterait aujourd'hui de travailler à perte dans toutes les autres professions? Personne. Il n'y a que les agriculteurs et les éleveurs qui subissent ce malaise. Donc ça vient de cette politique agricole commune, ça vient de cette finance qui s'attaque au prix minimum garanti. Et là, nous voulons empêcher ça en remettant des prix minimum garantis, en allant les renégocier à Bruxelles. Et ça, c'est la seule solution pour que les professions s'en sortent. Moi, je voulais revenir sur les propos de Jean-Marie Serroni. C'est vrai que la situation de la gestion des risques est différente suivant les pays. Ne nous trompons pas. La France est en train de prendre du retard. L'Italie a énormément progressé. Ce que vous avez On dit, bouge pas tout de suite là-dessus. ce que vous avez dit et qui est très juste, c'est que si les agricultures des différents pays européens n'ont pas les mêmes outils, il y aura distorsion de concurrence. L'enjeu sur les outils européens, c'est un chapeau de gestion des risques. Et après, au niveau de chaque pays, on s'adapte à la spécificité du risque de chaque pays. Parce que couvrir le risque climatique en Italie, sur de la viticulture, n'est pas la même chose que couvrir le risque climatique sur du blé, par exemple, en France. Et sur ce que vous évoquiez, à savoir le sujet de la volatilité du cours des matières premières, et je reviens au sujet de la PAC, il y a des outils qui sont prévus, reste encore à les activer. Et je pense que c'est l'enjeu de la PAC de demain. Et pour revenir sur le prix que vous évoquez, là-dessus, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est le revenu des agriculteurs se construit par la valeur, et le prix étant un des éléments de la valeur. Hein, pardon ? Le principal. Parlez bien au micro. Il y a aussi les volumes et la nature de ce qu'on produit qui conditionnent le prix. Alors, par rapport à ça, des prix minimum garantis, on peut être philosophiquement, si on veut, d'accord avec vous. Enfin, je pourrais. Pragmatiquement, je ne vois vraiment pas aujourd'hui une négociation arriver à ça. Donc, Aujourd'hui, peut-être pas demain. Après les élections, ça. Ouais. Bon. Par contre, il y a un autre élément. Deux choses que je voudrais dire. Un, sur le risque, il y a le risque prix, mais où effectivement on pourrait trouver d'autres moyens que l'assurance. Et il y a le risque technique qui va augmenter. Les variations de rendement vont augmenter de par le changement climatique. Et ça, il me semble, il n'y a pas d'autre solution pour se prémunir qu'un système assurantiel. Je prends véritablement le terme système assurantiel parce qu'il y a des tas de formules possibles. Mais sur les prix, il y a d'autres éléments qui évoluent aujourd'hui, qui ne sont pas formellement la politique agricole commune, mais qui sont de niveau européen et sur lesquels le Parlement a joué un rôle essentiel. C'est le règlement Omnibus qui donne des moyens juridiques aux agriculteurs, s'ils le veulent, de davantage peser sur davantage de poids dans la chaîne alimentaire. Et je crois que c'est tout récent, c'est cette semaine, la semaine dernière, au Parlement européen, la Commission agricole a pris une position très en pointe par rapport à la Commission sur les pratiques commerciales abusives, qui sont des éléments qui vont aider. Et je souhaiterais qu'en France, on ait un débat pour s'approprier ça. Et par exemple, dans Omnibus, on peut prendre des accords dans une filière de répartition d'une valeur ajoutée créée. C'est exactement ce que l'on veut et on n'en parle pas chez nous. Il faut laisser Bernard Monod parler. Moi, il y a un risque aussi que je voudrais ajouter qui me paraît très important aussi, c'est le risque politique. Lorsque vous avez l'Union européenne qui, pour des raisons idéologiques et démagogiques, ont fait un embargo contre la Russie, ceux qui payent, ce sont d'abord les consommateurs français, mais surtout les professionnels français, les éleveurs de porcins, dans toute la filière porcine, bovine, etc. Tous les marchés russes se sont fermés à cause de ça. Et bien entendu, c'est eux qui ont payé la facture de la perte de marché russe. Les Russes n'ont pas souffert, ils se sont tout à fait réorganisés depuis 3-4 ans et ils ont monté leur propre filière et tout va très bien pour eux. Le seul problème, c'est que c'est des emplois qui sont derrière et tout ça, c'est l'Union européenne avec sa politique qui est relativement agressive dans sa vision des choses, dans sa vision du monde, où ils sont extrêmement atlantistes au lieu d'avoir une vision multipolaire. Et pour condamner la Russie, aujourd'hui, ce sont les agriculteurs, les éleveurs qui payent le prix de cette politique de l'Union européenne. La position de Bernard Monod, elle tient en 5 mots. Vous allez me dire oui ou non. Prix garanti, on en a parlé. Quotas, retour des quotas ? Absolument. Préférence communautaire, 4 mots d'ailleurs. Exception agricole à l'OMC. Absolument. Bon, ça tient la route ou pas ? C'est une... Comment dire ?
Je ne voudrais pas porter un jugement mais sur les vous avez le idées. droit, Mais si vous Oui, êtes un peu non, sur les changé, idées, ça a une cohérence interne parfaite. La préférence communautaire, on ne peut la jouer que dans l'ancienne PAC d'avant 92, quand il y avait des protections absolues aux frontières et qu'on n'avait pas intérêt à déroger à la préférence communautaire, puisque nos prix intérieurs étaient plus élevés que le marché mondial, compensés par les restitutions et les prélèvements. Aujourd'hui, qu'on est sur un marché ouvert, la préférence communautaire, c'est un mot qui ne veut plus rien dire. Là-dessus, on est d'accord. J'imagine. Sauf qu'à l'époque, dans la réalité d'aujourd'hui, il n'y a plus de sauf qu'à préférence l'époque, nous communautaire. étions exportateurs. Aujourd'hui, on est majoritairement importateurs. Non, c'est pas vrai. Dans la majorité. Non. En matière agricole, Cumulé, non, en volume cumulé. je me permets, en matière agricole, c'est le contraire. Je vous parle d'il y a 20 ou 25 ans, hein, monsieur. Il y a 20 ou 25 ans, nous étions importateurs. Il n'y a que depuis 7 ou 8 ans où De nous quoi sommes vous parlez, là? de l'agriculture. De l'agriculture. Agriculture Moi, je vous parle de agroalimentaire. l'ensemble Non, des produits oui, d'accord. agricoles, Je vous parle de élevage, etc. agriculture et agroalimentaire. Je pense à l'élevage aussi. Hein. Non, mais agriculture, quand je dis agriculture, c'est agriculture élevage. Hein. Mais la production agricole et l'agroalimentaire, contrairement à l'idée qu'on en a, l'Europe est un solde exportateur net. Ah non, mais vous de parlez de l'Europe. Moi, je positif. vous parle de la France. C'est ça qui nous intéresse quand même. Ah bah, on est sur Ah non, alors, on est sur la PAC, hein. Le débat, c'est la PAC. Sur la France, on est exportateur net de 10 milliards d'euros. Il y a deux secteurs qui sont exportateurs nets, dont l'agroalimentaire. Dans l'Union européenne. Globalement, hors des frontières, hein, on a 10 milliards en moyenne d'excédents, en partie sur le vin, en partie sur le lait, nous sommes exportateurs nets, et en viande bovine, nous sommes exportateurs nets, de manière aberrante, puisque nous exportons énormément d'animaux vifs, mais la viande à consommer, nous sommes déficitaires. C'est peut-être ça que vous vouliez dire. Moi, ce que je vois, c'est que les éleveurs sont en grande difficulté, Ça, ce c'est qui autre n'était chose. pas le cas il y a 20 ans, 25 ans. C'est que les agriculteurs sont aussi en grande difficulté par rapport à tous les marchés de libre-échange. On n'a pas parlé de la Nouvelle-Zélande, on n'a pas parlé de l'Australie, on n'a pas parlé du Brésil avec les accords du Mercosur. C'est la mort programmée des professions de l'élevage et des agriculteurs. C'est ça la grande problématique, c'est ça qui nous préoccupe en tant que politique. Et c'est ça qu'on défend, si vous voulez, à l'heure actuelle à Bruxelles. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit majoritaire l'année prochaine pour défendre et aller renégocier les conditions de cette politique agricole commune dans justement ce marché commun. On défend, bien entendu, comme vous l'avez dit, parfaitement le marché commun. Alors là, vous faites une déclaration politique, donc on ne va pas vous répondre. Non, mais c'est une réalité. Non, mais vous faites une profession de foi, là, qu'on est. Mais juste sur le plan de l'expertise, sur la situation difficile de l'agriculture française. Moi, je travaille beaucoup sur la microéconomie des exploitations agricoles, j'ai fait toute ma carrière là-dedans. On a une difficulté, mais qui n'est pas là où on croit. C'est que le revenu moyen des agriculteurs, depuis quelques années, en gros, n'a jamais été aussi élevé. C'est pas intuitif. N'a jamais. Attendez, Là, je vous suis pas, hein. attendez la fin du Là, je propos. ne suis pas. N'a jamais été aussi élevé, en moyenne. Je dis bien en moyenne, et quand je dis en moyenne, c'est pas les vignerons versus les éleveurs au vin, hein. C'est en moyenne dans chacune des productions. Par contre, ce qui est nouveau, et là je vous rejoins, et on a une crise extrêmement préoccupante, c'est que dans une même production, et je connais particulièrement bien la production laitière, dans une même production, il y a des écarts entre les agriculteurs qu'on n'a jamais connus. Et même quand on est en crise, il y a des agriculteurs de porc et des éleveurs de viande laitière, je sais pas ce que je connais le mieux, viande bovine je connais mais un petit peu moins, je suis dans l'Ouest moi. Il y a des gens qui s'en sortent bien, donc ça veut dire que quand les cours sont élevés comme tout de suite en lait, ils sont plutôt pas mal sur les 12 derniers mois, ils font des bons résultats. Et il y a des gens qui n'y arrivent plus parce que le métier est vraiment compliqué. Et la vraie crise que l'on a, c'est ça. Et parce qu'il y a des gens qui sont en détresse, et là je vous rejoins complètement. Stéphane Et Gilles. qu'est-ce qu'on fait pour ces gens en détresse? Stéphane Gilles et Bernard Monod. Je voudrais revenir à la gestion des risques sur ce sujet-là. Et j'aimerais que l'économiste réagisse. Pour moi, il faut qu'on remette dans notre référentiel que l'agriculture est un métier de cycle long. Et que le sujet de la gestion des risques, c'est justement la capacité ou non des exploitations agricoles à encaisser les à-coups climatiques, sanitaires, économiques. Et c'est ça qui est Et nouveau. que ce que nous attendons de la PAC, ce que nous devons attendre de la PAC, c'est bien d'intervenir sur cela, d'accompagner l'agriculture. Et je n'ai pas à réagir sur des choix politiques, mais ce sujet-là n'était pas le même il y a 15 ans. Tout à fait. Et c'est ce qui se doit apporter à la On est gestion des complètement en risques. phase là-dessus. Bernard Stéphane, Monod. ouais. Non, mais je crois que vous parlez en permanence de politique. Le sujet, moi, je vous parle de réalité. Et il faut trouver des solutions à ces problématiques et à ces risques-là. On voit bien que ça fait combien 30, 35 ans de politique agricole commune.
même plus ancien si on remonte plus loin. 50 ans. C'est 50 ans, bon. Le problème de fond, et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la fin des prix minimum garantis. C'est le nerf de la guerre. À partir du moment où on leur a volé les prix minimum garantis, il y a eu les marchés financiers qui se sont infiltrés là-dedans et qui ont fait cette volatilité dont parle tout à fait M. Jean et dont il a raison. Et si, parce que justement, il y a une volatilité à la hausse et à la baisse, vous le savez très bien. Et comment vivre avec des marges qui sont négatives? Impossible, impossible. Donc il faut modifier fondamentalement cette politique agricole commune. Pour ça, il faut renégocier à Bruxelles les modalités de cette PAC. Stéphane Gine, vous dites, il se passe quelque chose d'important, c'est la digitalisation, et quelque part, c'est un préalable à la gestion des risques. Alors oui, merci, parce que je suis dans les sujets de la PAC, il y a l'accompagnement des nouvelles technologies, la digitalisation, le big data sont des sujets qui concernent le monde agricole. La PAC a un rôle d'accompagnement et de financement des évolutions technologiques. Et la gestion des risques, à mon sens, passera par une meilleure collecte et traitement de la donnée. Et ce n'est pas qu'un sujet soit d'assurance, soit de volatilité des cours d'ailleurs. Quand je regarde les risques auxquels sont soumis les agriculteurs, le risque vis-à-vis des attentes sociétales, le risque sur les qualités sanitaires, il sera traité pour partie parce que je dispose d'une donnée qui me permet de partager avec mon environnement sur la qualité de mes produits, sur sa cohérence avec les attentes, les attentes sanitaires. Et c'est pour ça que c'est un sujet clé. Alors, sur TV Agri, on laisse la parole suffisamment aux débatteurs, mais là, on va arriver à la fin. Il va falloir un mot de conclusion. Vraiment, trompe l'œil ou pas cette nouvelle PAC? Jean-Marie Serroni. Alors, moi, je pense que la nouvelle PAC, la PAC, il faut la modifier, et que la nouvelle PAC, si on va dans le sens des propositions de Phil Hogan, notamment d'une renationalisation de la PAC, ce n'est pas forcément aberrant, mais ce n'est plus une politique commune. Et ça présente de gros risques de distorsion de concurrence. Et il faudra aller jusqu'au bout de la logique et pas faire un demi-parcours. Je pense qu'il faut rester, moi, sur une PAC commune. Stéphane Gine. Pour moi, c'est trompe-l'œil si on en risque là. Et c'est réalité si on arrive à faire que chacun des États membres décline ce qui préexiste. Bernard Monod, conclusion. La PAC, si vous voulez, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est la concurrence déloyale partout, géographique, mondiale, ouvert sur hors de l'Union européenne, à l'extérieur de l'Union européenne, avec le Brésil, etc., la Nouvelle-Zélande, l'Australie. On est en concurrence avec le monde entier. Donc même si on fait des améliorations du côté numérique, digital, ce ne sera pas suffisant pour compenser les énormes pertes qui seront faites avec le mondialisme. Donc nous, ce que nous proposons, c'est un peu ce que veulent les agriculteurs et les éleveurs, des circuits courts, c'est-à-dire que l'argent qui vient aux agriculteurs et aux éleveurs provient de la France. Et donc, il faut éviter de passer par Bruxelles. Mais la question, c'est il faut renégocier. La question, c'est trompe-l'œil ou pas? Oui, trompe-l'œil. Oui, trompe-l'œil depuis 50 ans, bien sûr. D'accord, donc il faut la changer. Il faut la modifier. Et c'est votre programme. Bien sûr. Bon, messieurs, merci beaucoup d'être venus ici sur le plateau de TV Agri pour débattre. On vous applaudit. Merci à vous aussi.